Ok, je crois on va commencer. Donc je vais être très bref pour vous présenter Michel Feher, qui a toute une carrière aussi d'éditeur avec Zone Books, qu'on ne connaît peut-être pas suffisamment en France, mais qui est une des maisons d'édition les plus belles et les plus prestigieuses dans le monde anglophone. Je crois que tu as commencé ça avec Jonathan Crary, ou je délire. Voilà. Et ça doit faire 30 ans, ou voilà, quelque chose comme ça. Pardon. Donc, outre ce travail de penseur, d'éditeur, le dernier projet en date de Michel Feher est sorti en français. C'est un livre qui est sorti à la découverte en français sous le titre Le temps des investis. Et donc j'apprends qu'il est sorti récemment, une année plus tard, en anglais sous le titre très différent, Rated Agency. On voit bien Rated Agency, les agences qui sont, comment on va dire ça, notées, les agences notées, si on veut. Voilà, donc c'est intraduisible. Le temps des investis était très beau. Alors je pense que tu vas présenter le propos, ou je le fais moi. Voilà, donc je vais te laisser le faire dans tes propres mots. Moi, j'admire beaucoup le travail de Michel et j'avais proposé qu'on aussi organisait ça. Si on pouvait avoir Michel nous présenter son argument, il me semble que c'est une des façons pour moi les plus décoiffantes et les plus enrichissantes de repenser les questions de valeur, notre rapport à la finance, ce que la finance représente comme oppression, domination du monde de nos sociétés contemporaines, et comment on pourrait peut-être trouver un point de levier pour essayer d'agir avec la puissance de la finance plutôt que la dénier en se disant qu'il faut tous les pendre, ou c'est une chose horrible, ou c'est absurde, etc. Ce qui est peut-être vrai, mais ça ne mène pas forcément très loin pour le moment en tout cas. Là il me semble qu'on a une intuition et un développement de cette intuition qui est alternatif et qui moi me réjouit. Donc Michel, j'arrête de parler, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Nancy, merci Christophe pour cette invitation. Je suis ravi d'être là. Pour qui s'interrogerait encore sur la raison de cette invitation, je tiens à préciser une chose. Je m'appelle Michel, mais je ne suis pas l'ex de Valérie. Christophe pourra confirmer. Donc, vous vous lancez dans un grand projet sur les agences de notation, et il me semble qu'effectivement, l'agence de notation, pris en un sens assez large, pourrait être l'institution paradigmatique de notre condition. D'une condition dont le capitalisme financiarisé, la financiarisation du capitalisme, est le cadre et le moteur, mais peut-être pas nécessairement la totalité ou le fin mot. Alors, puisque c'est le début d'une longue recherche, je vais essayer plutôt que de parler d'agence de notation directement, l'idée c'est d'y arriver au bout du compte pour voir en quoi ce pourrait être une institution et un paradigme pertinent, d'essayer de penser les sous-bassements de ça. C'est-à-dire l'avènement de ce capitalisme financiarisé, qui est une banalité. On sait que c'est la finance qui domine le monde et qui dirige le monde, mais qu'est-ce que ça implique ? Et il me semble que ces implications sont très profondes. Je ne vais pas toutes les développer ici, parce que c'est une vaste recherche au long cours dont mon petit livre n'est qu'un morceau, mais il me semble qu'il y a un véritable changement de conditions à beaucoup de tenants. C'est le passage d'un capitalisme qui poursuivait essentiellement le profit vers un capitalisme qui s'occupe de façon, par prédilection, de crédit. Donc, passage du profit au crédit. Ça signifie aussi qu'avec le capitalisme financiarisé, peut-être, on passe d'une société où l'institution dominante ou paradigmatique était le marché, à une société où l'institution dominante sera peut-être, est en train de devenir la plateforme. Et marché et plateforme, ce n'est pas exactement la même chose. En particulier parce que, au niveau de type de socialité, les marchés sont là essentiellement pour coordonner des échanges, alors que les plateformes sont essentiellement là pour gérer du partage. Donc, passage d'une société de l'échange à une société du partage.
qui serait, je dirais, homologique au passage d'une société de profit et d'une société de crédit. Mais ça aurait aussi des implications psychiques ou psychologiques. Il y aurait une psychologie, une subjectivité qui se constituerait à travers ce passage du marché à la plateforme, à travers ce passage du profit au crédit, à travers ce passage de l'échange au partage, qui serait que la société de marché, la société libérale, pour dire comme ça, est une société fondée sur l'utilitarisme et donc sur la poursuite de la satisfaction. La poursuite de la satisfaction serait le moteur et le motif du psychisme humain dans le monde libéral. Et d'ailleurs, même la psychanalyse, qui est une critique radicale de la psychologie utilitariste, néanmoins continue, en tout cas dans son élan initial, à penser que la poursuite du plaisir, la poursuite de la satisfaction est le motif et le moteur du psychisme. Et il me semble que, de façon articulée, corrélée avec l'avènement de notre nouveau monde, il y aurait une psychologie qui se développe, une psychologie qu'on peut dire post-freudienne d'une certaine façon, où là, l'objectif n'est pas la poursuite de la satisfaction, mais plutôt celle de l'estime de soi. Donc il y aurait une espèce d'homologie entre crédit et estime de soi qui serait parallèle et successive à l'homologie entre poursuite du profit et poursuite de la satisfaction. Bref, il y a là toute, en tout cas c'est mon hypothèse, toute une transformation assez fondamentale de notre condition. Et évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'on passe de l'un à l'autre ou qu'on est passé de l'un à l'autre, qu'il n'y a plus d'échange, qu'il n'y a plus de marché, qu'il n'y a plus de recherche du profit, etc., etc. Mais il me semble que quelque chose est en train d'advenir là, qui tiendra ou ne tiendra pas, qui est propulsé par la financiarisation du capitalisme, mais qui est peut-être un de ces changements de conditions qui se passent de temps en temps dans l'histoire. Après tout, la condition libérale elle-même a une histoire, et avant elle, il y avait une condition chrétienne, augustinienne, qui avait d'autres motivations et d'autres types de société et d'autres types d'économie. Donc voilà, ça c'est l'hypothèse maximale. Mais là, je voudrais m'intéresser, puisqu'on va parler, il s'agit de fonder l'importance de la notation, dans ce passage d'un capitalisme poursuivant le profit essentiellement, à un capitalisme plus intéressé par le crédit. Donc c'est ce premier passage-là sur lequel j'aimerais me pencher maintenant. Et il me semble que pour en prendre la mesure, il y a une chose importante à faire et délicate à faire, qui est la distinction entre les deux modes principaux de critique du capitalisme contemporain. Il y a deux types de critiques, l'une qui se fonde sur la financiarisation, qui est donc une critique du capitalisme financiarisé et qui se focalise là-dessus. Et puis il y en a une autre, plus importante encore sans doute, plus massive, avec une littérature plus abondante encore, et qui est la critique du néolibéralisme. Et la question se pose donc, quel est le rapport entre néolibéralisme et financiarisation? Et il me semble que c'est intéressant quand on voit, quand on retrace les choses un peu historiquement, que beaucoup de critiques et théoriciens du néolibéralisme ignorent à peu près la question de la financiarisation. Et d'ailleurs le font pour d'assez bonnes raisons. C'est-à-dire ce sont les théoriciens, historiens du néolibéralisme qui s'intéressent aux pères fondateurs, qui s'intéressent à Hayek, qui s'intéressent à Friedman, qui s'intéressent aux ordolibéraux, etc., etc. Or, si on va chez les pères fondateurs, chez les théoriciens du néolibéralisme, il n'y a pas grand-chose sur la finance, pour des raisons différentes selon les auteurs, et je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais donc, quand, à la suite des fameux cours de Michel Foucault dans Naissance de la biopolitique sur le néolibéralisme, il y a eu une grande série d'études et de travaux, une première génération d'études et de travaux sur le néolibéralisme, la finance était relativement absente. En revanche,
depuis les années 2000, la critique du néolibéralisme continue, eh bien là, il est assumé comme si c'était une évidence que le néolibéralisme crée la financiarisation et que la financiarisation est d'une certaine façon la pratique même dont le néolibéralisme serait la théorie, si vous voulez. C'est très frappant, on peut même prendre des auteurs particuliers. Si on prend le premier livre de Dardot et Laval sur le néolibéralisme, nouvelle raison du monde. Merci, nouvelle raison du monde. Alzheimer frappe tôt. Il n'y a rien sur la finance. Et pour de bonnes raisons, encore une fois, puisqu'il parle des auteurs classiques, enfin, les pères fondateurs du néolibéralisme, qui eux-mêmes n'en parlent pas. Et puis un livre plus récent qui s'appelle Ce cauchemar qui n'en finit pas, sur le néolibéralisme, fait comme si, bien évidemment, le néolibéralisme, c'est la finance, c'est la financiarisation. Donc, il y a là quelque chose d'assez important et d'assez intéressant. Et pour ma part, j'essaye d'insister sur la différence entre les deux, sur l'écart entre les deux. Mais c'est un écart intéressant parce que la financiarisation est l'effet de l'application des préconisations des néolibéraux. La financiarisation intervient lorsque, dans les valises de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, les théories de Friedman, de Hayek, des ordolibéraux vont se mettre en œuvre, vont être mises en application. Donc, la financiarisation sera effectivement un effet de la mise en place, de la mise en œuvre des mesures préconisées par les néolibéraux. Ceci dit, la financiarisation n'était ni un projet, une intention, ni même une prévision des néolibéraux. Donc il y a une espèce de conséquence involontaire. D'ailleurs assez intéressant parce que c'est le grand truc de Hayek en particulier qui adorait répéter cette formule de Ferguson, des Lumières écossaises, Ferguson qui disait que les sociétés humaines sont le produit des actions des hommes mais pas de leur intention. Il semblerait que la société néolibérale est le produit des actions des néolibéraux mais pas forcément de leur intention. Alors, où est la différence? Le projet néolibéral était un projet qui était au fond un retour au mécanisme des prix. Les néolibéraux étaient très inquiets que les sociétés libérales étaient en train de devenir socialistes. Non pas parce que les masses le désiraient, non pas donc parce qu'il y avait une grande aspiration révolutionnaire dans les populations, non pas parce que l'Union soviétique allait et le bloc de l'Est allait envahir l'Occident, mais du fait de petits compromis dus aux politiques keynésiennes appliquées dans les pays occidentaux. C'était l'idée que petit à petit, pour apaiser la classe ouvrière en particulier, pour apaiser les salariés, les gouvernants prenaient des petites libertés avec le mécanisme du prix, c'est-à-dire avec le fait que le prix doit se constituer à l'intersection de l'offre et de la demande et qu'il faut laisser faire la concurrence entre les agents économiques pour qu'un prix d'équilibre puisse se former. Et pour ne fâcher personne, les gouvernants fixaient des prix, ou en tout cas imposaient des salaires minimums, ou imposaient des plafonds dans les loyers, enfin faisaient toutes sortes d'incartades au mécanisme des prix, avec de très bonnes intentions, qui étaient que personne ne se fâche et que personne ne devienne communiste ou socialiste. Mais le problème, c'est que le mécanisme du prix, dès qu'on commence à jouer avec lui, tout se détraque. Et donc, quand tout se détraque, qu'est-ce qui se passe? Du coup, l'État est obligé d'intervenir encore plus parce que le marché ne fonctionne pas bien. Et puis, ça fait que le marché fonctionne encore plus mal. Donc, l'État doit intervenir encore plus. Et un beau jour, on se retrouve dans un État socialiste sans jamais l'avoir voulu. Et donc, il faut empêcher ça. Alors, comment empêcher ça? Les néolibéraux vont procéder à deux grands types de réformes. En tout cas, préconiser deux grands types de réformes. Parce que pendant longtemps, ils seront
dans l'opposition, ils sont même considérés comme un peu comme des guignols extrémistes. La première, c'est que il ne faut pas croire, comme le pensaient les libéraux classiques, que le marché, c'est ce truc naturel, qu'il suffit que l'État se retire et le marché occupera la place, et c'est l'état naturel du monde qu'il faut laisser faire. C'est ce que Foucault avait déjà bien montré. Les néolibéraux expliquent non, le système du marché, le système des prix est un système optimal, mais ce n'est pas un système naturel. Et c'est même un système extrêmement fragile, et donc c'est le devoir de l'État d'intervenir pour protéger les mécanismes du marché contre la démagogie des politiques et contre les aspirations des gens. Donc, alors que les keynésiens disaient il faut protéger les gens contre la violence des marchés, là il faut protéger les marchés contre les aspirations irrationnelles des gens. Donc toute une série de mesures pour faire en sorte que les gouvernants ne soient pas tentés par démagogie de déroger au mécanisme des prix, au mécanisme du marché. Ça, c'est un type de réforme. Mais il y en a une autre, tout aussi importante, et qui s'adresse là essentiellement aux gens qui ne sont pas des capitalistes. C'est-à-dire que le problème, quand même, c'est que dans la plupart des pays du Nord, on est dans des régimes de démocratie représentative. Ce qui veut dire que les gens votent et que les gouvernements sont les représentants de la majorité. Or, chacun sait qu'il y a plus de salariés que de capitalistes. Donc, si les salariés s'identifient aux salariés, ils vont voter pour le parti des salariés et on aura rapidement des socialistes au pouvoir. Donc, comment faire? Une manière, c'est d'en finir avec la démocratie. C'est une idée, mais ce n'est pas toujours praticable. Une autre, c'est de faire en sorte que des gens qui ne sont pas entrepreneurs de profession, qui ne sont pas capitalistes en État, néanmoins se mettent à penser et à agir comme des capitalistes. Et donc, là aussi, toute une série de réformes, accès à la propriété, privatisation de l'assurance santé, l'assurance maladie, privatisation des retraites, etc. Bref, une manière de responsabiliser les gens pour qu'ils se considèrent comme des entrepreneurs eux-mêmes. Donc, si d'un côté, on fait des réformes telles que l'État est mis au service du marché, ce qui n'est pas du tout la même chose que l'État se retirant pour laisser faire le marché, et si d'un autre côté, on prend les mesures nécessaires pour que les gens se comportent en entrepreneurs, en particulier lorsqu'ils ne le sont pas de par leur profession, eh ben, on a une bonne chance de sauver la société libérale du cauchemar socialiste qui est derrière la porte. Mais donc l'idée essentielle, c'est le prix. Il faut faire en sorte que le mécanisme des prix s'applique, c'est-à-dire que cette concurrence entre les agents économiques s'applique. Donc empêcher d'une part l'État d'intervenir pour fixer les prix, mais d'autre part aussi essayer d'empêcher autant qu'il est possible ces négociations collectives qui sont aussi des manières de fausser la concurrence. Les syndicats, du point de vue des néolibéraux, ce sont des lobbies. Ce sont des lobbies qui faussent le mécanisme du prix, donc il s'agit d'essayer de les dissoudre autant qu'il est possible. Ça, c'est l'objectif néolibéral. Restaurer le mécanisme du prix. Or, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont arriver au pouvoir? Ils vont se dire, pour restaurer le mécanisme du prix, il faut faire en sorte que les agents économiques, que ce soit les entreprises, que ce soit les États ou que ce soit les individus, soient mis en compétition quand ils ont besoin d'argent pour présenter des projets suffisamment attractifs pour que les investisseurs, donc les dispensateurs de liquidités, choisissent le meilleur projet possible. Donc, grande réforme de dérégulation des marchés financiers pour faire en sorte, pour discipliner les agents économiques, pour faire en sorte qu'au lieu d'attendre de leurs syndicats, de l'État, qu'on s'occupe d'eux,
qu'ils fassent en sorte de présenter les projets les plus attractifs possibles pour attirer le financement privé. Donc ça, c'était la manière dont les néolibéraux voulaient réinstaurer le mécanisme du prix comme mécanisme essentiel. Seulement voilà, ce qu'ils ont fait pour faire ça, c'est effectivement libéraliser les marchés financiers. Donc, ils ont mis d'une certaine façon tous les autres agents économiques, ils les ont assujettis aux décisions, au goût des investisseurs au sens large, que ce soit les marchés financiers, les prêteurs, que ce soit les investisseurs en capital risque. Je reste à un niveau très, très abstrait ici. Mais d'une certaine façon, on les a soumis aux préférences, au goût des investisseurs. Or, il se fait que les marchés financiers, c'est ce que Keynes avait déjà très bien expliqué dans son chapitre 12 de sa théorie générale, un texte, j'en parlais à Christophe tout à l'heure, dont je recommande vivement la lecture, parce que c'est probablement le texte le plus éclairant, même s'il est écrit en 1936 sur le monde d'après les années 80. Or, ce que Keynes explique là-dedans, c'est que les marchés financiers ne sont pas comme les autres marchés. Les marchés financiers ne conduisent pas à un prix d'équilibre. En réalité, les marchés financiers ne produisent pas des prix de façon essentielle. Bien sûr, ils en produisent. On achète et on vend des actions, des obligations, etc. Bien sûr. Mais ce n'est pas leur fonction et ce n'est pas leur activité principale. Les marchés financiers ne sont pas des générateurs de prix, mais ils sont des dispensateurs de notes. Keynes l'explique de la façon suivante, et ce sera repris par Chaim Minsky, son disciple plus tard. De la façon la plus simple, on peut le dire comme ça. Selon la théorie classique et néoclassique, dans un marché normal, lorsque un produit, une marchandise est demandée, son prix augmente. Quand son prix augmente, elle est demandée un peu moins parce que c'est plus cher, et donc la demande va baisser un peu, et c'est comme ça, après quelques fluctuations, qu'on arrive à un prix d'équilibre. Sur les marchés financiers, lorsqu'un projet est supposé attractif, projet représenté par un titre financier, que ce soit une action ou une obligation, eh bien, là encore, la demande va augmenter. Et quand la demande va augmenter, le prix de l'action, de l'obligation, le prix du titre va également se renchérir. Sauf que là, il n'y aura pas de mécanisme de rééquilibrage. Parce que si le prix augmente, ça veut dire pour les investisseurs que c'est un bon projet. Le fait que le prix augmente est le signe que c'est un bon projet. Donc, on en achète encore plus. Ce qui veut dire que ça continue à augmenter et qu'il y a une espèce de spirale indéfinie entre la demande et l'augmentation du prix. Jusqu'au moment où une autre rumeur arrive qui dit « Vous savez, ce truc, c'est un peu surévalué ». Et pour autant que cette rumeur prenne, là, on a le mouvement contraire, où la demande baisse, le prix baisse, etc. Ce qui veut dire que les booms et les busts, comme on dit, les moments d'inflation de titres et de déflation de titres massifs, ce jeu de yo-yo des marchés financiers, n'est pas du tout des accidents qui arrivent au moment de grandes crises, mais c'est la manière normale dont les titres se conduisent sur les marchés financiers. Ce qui veut dire que dès lors que l'on met... Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Keynes insiste sur ce point qui est évidemment essentiel, c'est qu'il dit que les titres sur les marchés financiers, l'évaluation des titres, on y vient, sur les marchés financiers, n'est pas fonction du revenu futur que l'on anticipe. C'est-à-dire, si j'achète des actions de chemin de fer, dit-il, c'est pas parce que je crois que dans 30 ans, ces chemins de fer vont être tellement profitables que c'est un bon investissement. Si je les achète, c'est parce que je crois
que les autres investisseurs pensent que c'est un bon investissement maintenant. Ce qui veut dire, dit-il, que ce n'est pas pour le revenu que l'on investit, mais pour l'opinion que les autres investisseurs en ont maintenant. Et on parlait de Madame de Fontenay tout à l'heure, l'exemple que donne Keynes, exemple classique et bien connu, c'est pour comprendre le fonctionnement des marchés financiers, il faut penser au concours de beauté qui était organisé par les journaux britanniques dans les années 30, où sur les pages intérieures du journal, on proposait, à l'époque c'était encore fort pudique, des visages de jeunes femmes, et on demandait aux lecteurs de choisir la plus belle. Or, dit Keynes, les lecteurs ne choisissaient évidemment pas celle qu'ils trouvaient, eux, la plus belle, ils choisissaient celle dont ils pensaient que les autres lecteurs allaient trouver la plus belle. Et s'ils étaient plus malins, ils se disaient, oui, mais les autres lecteurs, ils vont penser comme moi, ce qui veut dire qu'il faut penser à celle que les autres lecteurs penseront que les autres lecteurs est la plus belle. Enfin, je m'exprime mal, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils disaient, ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6 degrés. Mais ce qui veut dire que si on passe à des titres normaux, le revenu du titre importe peu. Ce qui compte, dit-il, c'est la base conventionnelle sur laquelle on l'évalue pour le moment. Ce qui veut dire que, au fond, ce qui compte, c'est cette valeur du titre, et cette valeur du titre, elle est fonction non pas de négociation qui amène à un prix d'équilibre, mais elle est fonction de spéculation sur la vie des autres investisseurs. Donc dans les marchés financiers, il ne s'agit pas de produire des prix au terme de négociations, mais de générer des notes qui sont fonction de spéculation. Et ces spéculations changent tout le temps, puisqu'il s'agit à tout moment de se demander ce que vaut tel projet pour les investisseurs à l'instant suivant. Dès lors que les autres agents économiques sont soumis aux investisseurs, ça va radicalement changer leurs priorités. Les entreprises, par exemple, ne vont plus tellement se soucier de maximiser leur profit commercial, c'est-à-dire ce qu'elles peuvent gagner en vendant les marchandises qu'elles produisent, mais ils vont s'occuper essentiellement de la valeur de leur action, qui, elle, ne reflète, n'exprime que l'opinion des autres investisseurs sur l'attractivité du projet que représente l'entreprise. Et ça, c'est une toute autre stratégie, avec d'autres implications. Par exemple, deux exemples. On se plaint beaucoup, et à juste raison, du fait que les grandes entreprises distribuent en dividendes une part considérable de leurs revenus. C'est un des scandales du capitalisme contemporain, c'est cette distribution de dividendes massive au lieu d'augmenter les salaires, au lieu d'investir dans la recherche et le développement, etc., etc. Bref, les entreprises, d'une certaine façon, dilapident l'argent qu'elles gagnent en distribuant tout aux actionnaires. Sauf que la raison pour laquelle elles distribuent massivement aux actionnaires, c'est pas parce que c'est le but ultime que de distribuer aux actionnaires, c'est parce qu'une annonce de distribution massive fait monter le prix de l'action. Ce qui veut dire que la téléologie est inversée. On ne distribue pas des revenus, on n'essaie pas de faire monter le prix de l'action pour distribuer les revenus, mais l'inverse. La preuve en est que c'est pas vrai de toutes les entreprises. Je veux dire, pas toutes les entreprises distribuent massivement leurs revenus en dividendes. D'abord, il y a certaines entreprises, les plus grands prédateurs du monde d'aujourd'hui, Amazon, Facebook, Google, ne distribuent jamais un centime de dividendes.
n'ont jamais distribué de dividendes à qui que ce soit. Est-ce que ça veut dire qu'elles se foutent de leurs actionnaires? Loin de là. Mais leurs actionnaires ne sont pas intéressés dans les revenus des actions Amazon ou des actions Facebook. Ce qui les intéresse, c'est le fait que ces actions soient sans cesse valorisées davantage et que la valeur capitalistique de ces actions augmente. Autre exemple, c'est vrai que les grandes entreprises genre CAC 40 ou SP 500 distribuent beaucoup de dividendes, mais relativement de moins en moins. Parce que ce qu'elles préfèrent faire avec leur argent, plutôt que de distribuer les revenus en dividendes, c'est de racheter leurs propres actions sur le marché secondaire. Rendez-vous compte de ça. Les entreprises utilisent une part croissante de leurs ressources à racheter les actions de leur propre firme sur le marché secondaire. D'un point de vue industriel et commercial, c'est une absurdité totale. Mais dès lors que le but du jeu, c'est de faire monter le prix de l'action, c'est évidemment parfaitement rationnel, puisque moins il y a d'actions sur le marché, plus le prix augmente. Simple. Le système s'est développé à un tel point que de très nombreuses entreprises n'utilisent même pas leurs propres ressources pour racheter leurs actions, mais elles empruntent. Elles empruntent et s'endettent pour racheter leurs propres actions sur le marché secondaire pour faire monter le prix de l'action. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans le capitalisme d'aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas la maximisation des revenus, mais la valorisation du capital. C'est la valeur de la portefeuille de l'investisseur qui compte, bien plus que le cash flow généré par la vente des marchandises. Alors on peut se dire, et alors, la belle affaire. Dans les deux cas, c'est faire de l'argent, c'est faire de l'argent. Que ce soit en valeur capitalistique, que ce soit en revenu, quelle grande différence. Il me semble que c'est une différence fondamentale. Ça, pour le dire radicalement, ça inverse le sens du capitalisme lui-même. En effet, qu'est-ce que c'est une entreprise capitaliste? Une entreprise capitaliste, c'est une entreprise qui a trois fonctions. Elle doit lever des fonds pour produire des marchandises, pour les vendre autant que possible avec un bénéfice. Ça, c'est l'idée de l'entreprise capitaliste. Sauf que généralement, on considère que les deux premières fonctions servent à la troisième. On lève des fonds pour pouvoir produire des marchandises, pour pouvoir les vendre avec profit. Dans le capitalisme financiarisé, l'ordre est inversé. On décide quelles marchandises on va produire, voire même si on en produit. Enron, par exemple, est une entreprise florissante qui ne produisait rien, pour lever des fonds. Lever des fonds, c'est-à-dire être attractif, c'est-à-dire maximiser son crédit auprès des autres investisseurs, est véritablement l'objectif. Et ça va, vous tenez encore? Vous avez encore un petit peu de temps? Et ce n'est pas seulement du côté des entreprises que ça se passe comme ça. Parce que dès lors que ce qu'on appelle la poursuite de la valeur actionnariale, donc la poursuite de la valeur capitalistique de l'action, va devenir l'objectif principal des entreprises, eh bien les États, les gouvernements, qui vont vouloir aider les entreprises sises sur leur territoire à prospérer, faire prospérer les entreprises nationales par rapport aux autres, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont aider les entreprises nationales à attirer les investisseurs. Et qu'est-ce qui attire les investisseurs? Les investisseurs, c'est des gens simples, ils sont toujours attirés par la même chose. Il faut un marché du travail flexible et un système de taxation favorable au capital, plus des droits de propriété intellectuelle solides. Vous offrez ça aux investisseurs, ils viennent. Sauf que si vous faites ça en tant qu'État, vous perdez beaucoup de revenus fiscaux. Donc ça devient difficile pour vous, État, pour vous, gouvernement, de remplir vos tâches, les tâches qui sont attendues de vous par vos concitoyens. Ce
qui veut dire que si vous ne remplissez pas les tâches parce que vous n'avez pas d'argent, bah, vous risquez de ne pas vous faire réélire dans le cas des démocraties représentatives en tout cas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les investisseurs tout en ayant assez d'argent quand même pour remplir plus ou moins bien les fonctions d'État social et de service public que l'on doit rendre? Eh bien on emprunte. Et donc les États, de plus en plus, vont miser sur les emprunts pour remplacer les revenus fiscaux qu'ils ont perdus. Mais dès lors qu'ils empruntent, ils se mettent aussi à la merci des marchés obligataires, en l'occurrence. Et les marchés obligataires, évidemment, leur métier c'est de prêter, donc ils sont ravis de prêter, mais pas sans conditions. Et les conditions, c'est que le marché du travail soit encore plus flexible, que le système fiscal soit encore plus favorable au capital, etc. Et donc, du coup, problème pour les États aussi, qui sont obligés, double problème pour les États. D'un côté, ça veut dire que pour l'État aussi, l'objectif change. De la même manière que les entreprises fordistes, donc avant la financiarisation, se préoccupaient essentiellement de croissance interne et donc de maximisation du cash flow, donc du revenu commercial, et puis, dès lors qu'il y a financiarisation, vont s'occuper de la valeur de leurs titres, de la valeur de leur action. Pour les États, le même basculement va avoir lieu. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus de maximiser la croissance, qui était le cas durant les 30 Glorieuses, mais essentiellement, ce qui va devenir la boussole de des politiques publiques des États, c'est la valeur de leur dette publique sur les marchés secondaires. Puisque c'est ça qui exprime la confiance que les marchés obligataires ont dans un État. Donc là aussi, on passe à un primat, à une primauté du crédit, aussi bien pour les États que pour les entreprises. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que dès lors que les entreprises poursuivent la valeur actionnariale, et dès lors que les États se préoccupent essentiellement de la valeur de leurs titres sur les marchés obligataires, bah, ça veut dire que quand même, petit à petit, elles ne pourront plus offrir ce qu'elles offraient jadis, ni l'une ni l'autre. C'est-à-dire des emplois stables, une progression régulière des salaires, des retraites décentes, une assurance maladie décente, etc., etc. Ce qui veut dire que petit à petit, les gens ne pourront plus compter comme avant, ni sur leur salaire, revenu de leur travail, ni sur les transferts sociaux. Ce qui veut dire que pour survivre, ou pour prospérer dans le meilleur des cas, ils vont de plus en plus miser sur quoi? Ben, eux aussi, ils vont miser sur la valeur de leurs actifs, sur la valeur capitalistique de leurs actifs. C'est-à-dire, pour ce qui est des travailleurs, on va investir dans son capital humain, faire en sorte qu'on ait des compétences attractives pour les recruteurs. Mais dès lors que l'on ne peut plus compter sur les transferts sociaux, cette fois-ci en tant que consommateur et non plus que travailleur, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé de faire comme les États, c'est-à-dire d'emprunter. Et donc, développement du crédit privé. Et quand on... Mais alors, encore une fois, les prêteurs sont très contents de prêter, c'est leur métier. Mais ils ne prêtent pas sans condition. Or, comment est-ce qu'on fait quand on veut emprunter et qu'on n'a pas beaucoup de garanties? C'est-à-dire qu'on n'a pas un gros portefeuille, qu'on n'a pas un parc immobilier, qu'on n'a pas un immense salaire. Eh bien, les seules garanties qu'on peut donner, c'est la valeur des biens que l'on essaye d'acquérir en empruntant. Par exemple, si on emprunte pour étudier, l'emprunt sera gagé sur la valeur du diplôme, la valeur potentielle, la valeur comme projet du diplôme sur le marché du travail. Si on essaye d'emprunter pour acheter une maison, eh bien, l'emprunt sera gagé sur la valeur de marché de la maison que l'on veut acheter. Et troisième élément, autre grand actif sur lequel on se fonde, c'est sa propre réputation d'emprunteur fiable, c'est-à-dire d'emprunteur qui a toujours remboursé les emprunts précédents. Ce qui veut dire que pour les individus, non moins que pour les entreprises, non moins que pour les États,
l'essentiel pour prospérer ou pour survivre, c'est la valeur capitalistique de ses actifs et non plus la maximisation de ses revenus. Donc on est bien passé d'un capitalisme de profit à un capitalisme où la poursuite du crédit est fondamentale. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que... Là, on s'enfonce, mais ça va remonter à la fin. Ça va remonter, ouais, ça va remonter. Ça finit bien. Non, tout finit bien. Ça ne s'arrête pas tout à fait là encore parce que... Pour deux raisons. D'abord, au niveau du marché du travail, ce phénomène qu'on appelle l'ubérisation va faire en sorte que, là, véritablement, les gens qui travaillent de façon de plus en plus précarisée et ubérisée, à tel point qu'ils ne sont plus salariés, sont totalement dépendants de ce qu'on pourrait appeler leur capital réputationnel. C'est-à-dire l'ensemble des atouts qu'ils peuvent mettre en jeu ou sur les plateformes où ils essayent de vendre leurs services pour attirer des clients, pour attirer des gens qui vont leur faire confiance. Et cette évolution du marché du travail va entrer en résonance avec le développement d'un nouveau pan de vie sociale, qui sont évidemment les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux fonctionnent à quoi? Ils fonctionnent essentiellement au capital réputationnel. Sur les réseaux sociaux, la poursuite du crédit est la règle du jeu, que ce soit sous forme de likes, que ce soit sous forme de followers, que ce soit sous forme de critiques, d'appréciation que l'on peut avoir sur ses performances ou sur qui on est. Il y a donc un développement de cette poursuite du crédit, qui déborde très largement la sphère professionnelle et qui fonctionne de la même manière. Puisque, qu'est-ce que font les plateformes? Les plateformes, elles vous permettent de partager, comme elles disent, c'est-à-dire à la fois de mettre en partage vos atouts et de prendre part à certains groupes, la Ligue du LOL par exemple, certains réseaux qui vont vous valoriser, qui vont augmenter votre crédit. Donc la poursuite du crédit s'étend au-delà de la sphère professionnelle et de la sphère économique, et à tel point que c'est la frontière entre l'économique et le non-économique qui disparaît. Et ça me semble aussi, je vais peut-être m'arrêter là après ça, et ça me semble aussi une des divergences les plus fondamentales entre la financiarisation et le rêve ou le projet néolibéral. Critique que l'on fait habituellement au monde néolibéral. Ce sont des critiques qui sont assez largement des critiques inspirées par la tradition de l'école de Francfort. Et donc ce sont des critiques qui sont empreintes d'une certaine nostalgie, d'une perte de belles choses passées. Ces deux critiques fondamentales au néolibéralisme, la première, c'est que le néolibéralisme aurait corrodé, voire dissous, toutes les solidarités collectives. Les gens seraient laissés à eux-mêmes, sous l'effet d'une idéologie de la responsabilisation individuelle. Il y aurait une espèce d'atomisation du monde qui ferait que on serait tous tout seuls et livrés à nos propres moyens et à nos propres ressources. Hein? Plus de solidarité sociale par les syndicats, plus de solidarité nationale par les fonctions redistributives de l'État, etc., etc. Première critique habituelle. Deuxième critique habituelle, le néolibéralisme, c'est l'économisation du monde. Avant, au moins,
certes, le capitalisme était déjà là, mais il y avait des rapports intéressés dans la sphère économique et professionnelle, mais on pouvait aussi avoir des relations désintéressées dans la sphère privée, dans la sphère politique, etc., etc. Avec le néolibéralisme, il y a une espèce d'invasion de l'économique sur le non-économique. Un impérialisme absolu qui fait que tout, désormais, a un prix. Ce qui était sans prix et désintéressé n'existe plus. Il me semble que ces deux critiques, particulièrement massives du néolibéralisme, ne s'appliquent pas au capitalisme financiarisé. Non pas qu'il soit plus sympathique, mais néanmoins, ça ne s'applique pas. D'abord, si effectivement la poursuite du crédit est l'enjeu fondamental de la vie sociale comme de la vie économique, le crédit est par définition toujours un crédit social. Je veux dire, le crédit est toujours offert par d'autres. Les likes, les followers, les revues en ligne, les prêts des banquiers, mais aussi l'argent collecté par crowdfunding, etc., etc. Tout crédit, qu'il soit d'ailleurs économique ou non économique, que ce soit un crédit moral ou un crédit financier, est toujours offert par d'autres. Donc l'idée d'une espèce d'autonomisation et d'isolement ne me semble pas très bien refléter ce qu'est le capitalisme financiarisé. Mais ça signifie qu'il faut repenser aux solidarités. Que les solidarités se jouent précisément dans ces espèces de réseaux d'accréditation ou de discrédit, et non plus dans les formes plus traditionnelles des solidarités collectives, sociales, nationales, etc. Deuxième point, plus important peut-être encore, il me semble que ce à quoi on assiste avec le règne du crédit, ce n'est pas l'envahissement du non-économique par l'économique, mais ce serait plutôt la fin de la pertinence de l'opposition entre les deux. Je veux dire que la question de savoir si telle chose a un enjeu économique ou non économique n'a plus tellement de sens. En tout cas, il devient difficile de savoir quel est le ressort ultime. C'est précisément ce que montrent ces espèces de rapports étranges entre le social et l'économique. Est-ce qu'on veut avoir des followers pour attirer du capital? Est-ce qu'on veut attirer du capital pour avoir plus de followers? Il me semble que ce qui est en train de se dissoudre, c'est la pertinence de cette opposition bien ancrée dans le monde libéral, et je dirais même dans un monde libéral de type victorien du XIXe siècle, où là, il était très important de penser qu'il y avait une part de la vie qui était consacrée à l'intérêt et une part de la vie qui était consacrée au désintéressement. Ce qu'on a avec le crédit, c'est une dissolution de cette opposition, ce qui n'est pas la même chose qu'un impérialisme de l'économique sur le non-économique. Et il me semble que ces deux différences, que ce soit une invitation à repenser les solidarités collectives à partir du crédit, et que ce soit cette espèce de dissolution de la frontière entre l'économique et le non-économique que donne le crédit, sont non seulement intéressantes parce qu'elles manifestent un changement de conditions, mais elles me semblent aussi des propositions particulièrement riches du point de vue de la résistance au capitalisme financiarisé. Puisque c'est précisément dans ces nouvelles solidarités de crédit et dans ces nouveaux jeux de rapports entre, et je pense que c'est lié à ce que Christophe disait tout à l'heure à partir des systèmes d'évaluation, Foucault disait toujours que le problème du pouvoir et des rapports de pouvoir, c'est pas qu'il y en a trop, c'est qu'il n'y en a pas assez. Ce qui fait la violence du pouvoir, c'est le fait que ce sont des rapports pauvres qui vont toujours dans le même sens.
Et que la seule manière de répondre et de résister au pouvoir, c'est de multiplier les rapports de pouvoir, mais en changeant la direction, le sens et les connexions. Or, il me semble que ça, ce sont les potentialités qui sont données par ce passage du profit au crédit, par cette différence entre néolibéralisme et capitalisme financiarisé. Donc, je peux m'arrêter là. Merci. Je regarde Nancy, je sais pas où est Nancy. Là. Ouais. Donc c'est moi qui suis qui commence à poser des questions, puis après on va parler de ça, c'est ça? D'accord. D'accord. Alors, 3 questions rapides, puis après tu prends ce que tu veux et on passe à la salle. D'abord, si je me fais l'avocat du bon Dieu, pour une fois, je dirais ce que tu nous as dit dans la mutation du capitalisme, enfin du néolibéralisme au capitalisme financier. On ne s'occupe plus vraiment de produire des marchandises, on ne négocie plus vraiment sur des prix, mais on est dans le domaine de la spéculation. J'ai envie de revenir sur ce mot de spéculation. Tu as dit à un moment donné que ce n'était pas vraiment une spéculation sur l'avenir, sur le fait que tel produit sera profitable, que le chemin de fer, j'investis maintenant pour le chemin de fer parce que dans 30 ans ou pendant 30 ans ça va me ramener quelque chose. C'est comme si ça avait un petit peu disparu. Alors tu as bien dit que ce n'était pas un capitalisme qui remplaçait l'autre et que l'autre s'abolissait. Mais moi, ma première question, ça serait, est-ce que la notion même de spéculation, oui, c'est évident et tu le montres très bien, fait des calculs sur ce que les autres investisseurs vont penser de telle valeur et que ce soit vrai ou pas, peu importe parce que ça va faire monter l'action, est-ce qu'il n'y a pas quand même un horizon, là c'est le côté optimiste du bon Dieu, est-ce qu'il n'y a pas un horizon du futur alors qu'on ne peut pas vraiment liquider là derrière? Ça serait la première question. Deuxième question, là c'est l'avocat de Marx plutôt que du bon Dieu. Les transformations dont tu as parlé dans cette inversion du capitalisme, Marx fait ces petites lettres qui disent le commerce tel qu'on l'imagine, il y a des marchandises pour les marchandises, il y a besoin de capital, MC, et finalement le capital est là pour produire des marchandises. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? On part du capital et puis on va produire quelque chose, peu importe, pour augmenter le capital. On pourrait dire que ça, c'est pas particulièrement financiarisé, c'est pas particulièrement récent, c'est depuis un siècle et demi ce que Marx nous dit avec le capitalisme. Et là, il me semble que ce qui m'intéresserait, c'est de voir qu'est-ce que ça veut dire capital. Est-ce que capital veut dire quelque chose maintenant? On emploie toujours ce terme, capital. Capital fixe est quelque chose, en quoi les actions, en quoi on peut, voilà, en quoi les différents titres, le vocabulaire que nous donne la finance permet de repenser cette notion de capital. Là, cet après-midi, peut-être qu'on parlera de Randy Martin et des gens qui parlent de dérivés comme d'un méta-capital. Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue, et je ne sais pas si tu achètes ça ou pas. Et dernière chose, mais c'est un petit peu lié à la première, c'est... j'ai pas tout enregistré, mais il me semble que tu n'as pas beaucoup parlé d'information, la notion d'information, dont on dit, enfin les petits copains, Moulier-Boutan et autres, disent, et Randy Martin aussi, ou Mackenzie Wark, essaye de faire des développements, autre chose que le capitalisme qui arrive, et ça serait cette chose qu'on appelle information, qui aurait des propriétés différentes, qui nous permettrait d'expliquer ces transformations de la finance. Et ça revient un petit peu sur ce que je disais au début avec l'horizon futur. La spéculation, ça serait une façon de gérer de l'information sans avoir les bonnes informations, mais de façon détournée, par exemple, l'avis des autres qui statistiquement produit quelque chose. Je me rappelle peut-être une question, juste, mais elle est liée. Dans ce monde capitaliste là que Michel vous décrivez, est-ce qu'on a encore besoin d'argent comme instrument, je veux dire? Est-ce que l'argent est un instrument encore utile dans ce que vous décrivez? Voilà, c'est notre dernière petite question. D'accord. Tu me rappelles le bon Dieu? C'était la même chose. C'était soit après je l'ai dit par la forme de l'information. Est-ce que la spéculation, oui, je spécule parce que tous ces gens-là ils vont investir, mais on n'est pas idiot. Il y a une sorte d'hypothèse quand même de rationalité qui fait que je sais que si c'est les tulipes, que si tout le monde se met à penser que les tulipes c'est la chose, et ben à un moment donné, les tulipes vont pas forcément grandir tout le temps, puis on a plutôt besoin de blé que de tulipes, etc. Donc c'est une espèce de rationalité à l'horizon qui pourrait passer par un recours à l'information qui fait
les esprits animaux, ou que les esprits animaux sont rationnels peut-être aussi. Ou pas. Il me semble que on est dans une situation qui est, avec les marchés financiers, qui est la situation si bien décrite par Zénon d'Élée. C'est-à-dire que effectivement, l'idée c'est une projection de la flèche vers la cible. Donc on se dit, ah oui, investir dans les chemins de fer, c'est bien, parce que là, quand ça va atteindre la cible, ça nous produira un maximum de revenus. Sauf qu'avant d'atteindre la cible, il faut atteindre la moitié de la distance de la cible. Et avant, il faut atteindre le quart, etc., etc. Or, les spéculations, elles se jouent à chaque instant, ce qui veut dire que le futur proche ne cesse de préempter le futur lointain. Et l'idée de la spéculation, c'est précisément ça. Il y avait cette... J'avais lu cette petite note de Moody's, justement, je crois que c'était Moody's ou Standard & Poor's, je ne sais plus, où le type écrivait un rapport sur le fait que c'était vraiment bien, vu les risques de dérèglement climatique, c'était vraiment bien que de plus en plus d'États et de municipalités faisaient des provisions pour des catastrophes. Donc ça, c'est plutôt bien. Disons que ça apaise jusqu'à un certain point les esprits animaux des investisseurs. Sauf que quand même ça coûte cher, ces provisions. Parce que si c'est des provisions, on ne peut pas les utiliser. Donc c'est des fonds en moins. Donc ça les apaise, mais ça les inquiète aussi. Et c'est constamment ça. Et c'est constamment ça. D'ailleurs, c'était comme ça aussi au moment de la crise de la zone euro, quand, sous la houlette Wolfgang Schäuble et du gouvernement allemand, on ne voulait rien savoir et on imposait l'austérité. Donc l'austérité, c'était bien, ça voulait dire que avec l'austérité, d'une certaine façon, les titres se tiennent. La valeur des titres se tient. Sauf que si on fait de l'austérité trop longtemps, ça fait de la déflation, et de la déflation, ça fait de la récession, et ça, c'est pas bon non plus. Et manifestement, les investisseurs sont constamment pris entre ces inquiétudes opposées. Et l'idée, c'est la seule manière de résoudre la question, elle ne se résout pas, elle se résout point par point, moment par moment. Si effectivement, il y a un consensus de quelques instants, de quelques semaines, de quelques mois sur « ouais, non, c'est bien de faire des provisions pour une catastrophe, parce que vous avez vu la catastrophe qui s'est passée il y a une semaine, c'est vraiment bien de faire des provisions. » Mais il ne s'en passe pas pendant 3 semaines, ça commence à coûter vraiment cher. Voilà. Ce qui veut dire que, et c'est vraiment l'effet Zénon, c'est-à-dire qu'on a une vision claire de l'avenir, évidemment c'est l'avenir qui compte. Oui, mais avant, parce que le futur proche, il a quand même cet avantage énorme sur le futur éloigné, c'est qu'il arrive avant. Et que donc, il faut parer au plus pressé. Gouverner, c'est pas du tout prévoir, c'est parer au plus pressé. Ça, c'est ma réponse à Dieu. Ma réponse à Marx, c'est que effectivement, la logique du capital, c'est MCM. En bas de CMC. Pardon. Oui, c'est ça. Pardon, CMC. Je le faisais en anglais. CMC, c'est-à-dire capital, marchandise, capital. Sauf que l'accumulation, c'est justement, avec la financiarisation, on a un changement dans le régime d'accumulation du capital. Ce que l'on constate depuis 20, 25 ans, mais encore plus depuis 2008, et depuis qu'il y a une reprise, soi-disant, c'est que essentiellement le peu de croissance que l'on a dans les économies développées depuis 2008 ne sont pas dus à une augmentation des revenus d'exploitation du cash flow, mais sont dus à l'appréciation des titres. Et ce n'est pas la même chose. Parce que cette appréciation des titres, évidemment, produit des revenus, qui sont les intérêts ou les dividendes quand ils sont distribués sur ces titres. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir une économie tirée par l'appréciation des actifs ou d'avoir une économie tirée par l'agrégation du capital, par extraction de la plus-value.
Ce qui veut dire que dans tous les cas, on est dans un régime capitaliste, puisque l'idée est de garder son CMC. Mais il y a plusieurs manières de faire que ces primes soient supérieures à C. Et là, en l'occurrence, ça se joue essentiellement sur l'appréciation du capital. Alors, sur la question de l'information, je serai plus flou, même si je crois que c'est effectivement essentiel. Mais ça veut dire que des gens comme Olivier Boutan et d'autres, essentiellement, prennent l'évolution du capitalisme non pas par le bout de la financiarisation, même si évidemment il l'inclut, mais par le bout de l'information, c'est-à-dire de cette substitution de l'information au travail comme étant le moteur du capitalisme contemporain. Je crois qu'on peut voir à peu près les mêmes phénomènes des deux côtés. L'information est effectivement essentielle dans la financiarisation du capitalisme. D'ailleurs, c'est ce qui fonde, ce qui est, le mantra mis en cause en 2008, mais qui continue néanmoins à régner, même s'il a été désavoué, qui est l'hypothèse du marché efficient. Qu'est-ce que dit l'hypothèse du marché efficient? C'est l'idée que, en gros, la valeur donnée à chaque instant par les marchés financiers à un titre est ce qu'il y a de plus proche de sa valeur fondamentale. Mais évidemment, c'est une pure prophétie. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas d'autre manière de mesurer la valeur fondamentale, donc c'est comme ça parce que c'est comme ça. Et là, manifestement, c'est une manière de dire que, voilà, l'information est la clé de la valorisation, puisque le principe, le corollaire de l'hypothèse du marché efficient, c'est que le marché n'est véritablement efficient que lorsqu'il y a une totale transparence de l'information. Les marchés sont vraiment efficients quand on ne leur cache rien. Mais en même temps, quand on leur cache quelque chose, c'est une information. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de raison de réguler les marchés, du point de vue de Fama et des grands prêtres de l'hypothèse du marché efficient, parce que, d'une certaine façon, tout finira par se savoir, et ce qui ne se sait pas, on saura qu'on ne sait pas, et que par conséquent, ça reste quand même la meilleure approximation possible. Donc, le jeu sur les informations fait partie de la construction générale du régime, manifestement, mais après ça, il y aurait à creuser sur les rapports entre information et spéculation. Là, je crois que c'est le chemin, mais j'ai rien de pertinent à dire là-dessus. Et non, il y avait la question de Christophe sur l'argent. Alors, j'ai pas de réponse immédiate, mais une petite anecdote ou relais d'un article récent qui m'avait bien plu et qui, je crois, ne répond pas, mais résonne avec votre question. On a publié, il y a, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, je ne sais plus exactement quand, la richesse de Jeff Bezos, PDG d'Amazon. Non pas seulement la richesse d'Amazon, mais sa richesse personnelle. Et qui était évidemment faramineux, puisque c'est l'homme le plus riche du monde. Et il y avait ce très joli article de James Galbraith, l'économiste keynésien, keynésien, dans le Guardian là-dessus, où il disait, oui, alors on nous dit effectivement que Jeff Bezos, il vaut je ne sais pas combien de milliards de dollars. C'est vrai. Mais comment ça se mesure? Parce que on ne nous dit pas qu'il gagne autant. On dit c'est ce qu'il vaut. Or, ce qu'il vaut, c'est donc la valeur de portefeuille de son capital. Sauf que de quoi est composé son capital? Son capital, semble-t-il, est composé à peu près à 85 ou 90% d'actions Amazon. Ce qui veut dire qu'il est dépendant de la valorisation des actions Amazon. Ce qui veut dire que si M. Bezos a des grandes envies de dépenses
et qu'il vend ses actions Amazon pour acheter des trucs, ben, le prix de l'action Amazon va baisser. Et donc du coup, il va valoir moins. Alors c'est pas qu'il faut le plaindre trop quand même, mais c'est une drôle d'affaire, la question de qu'est-ce que c'est être riche. Être riche, c'est ce qu'on vaut aux yeux des investisseurs, d'une certaine façon. Il y avait, d'ailleurs, c'est un de mes guides essentiels pour essayer de comprendre ce que j'essaie de comprendre, c'est cette formidable série qui s'appelle Silicon Valley, qu'on peut voir sur HBO et qui est aussi diffusée, je crois, par Canal+. Et il y a, c'est là où un des mantras qu'ils disent, la question c'est pas combien tu gagnes, c'est pas l'argent que tu fais, c'est ce que tu vaux. Et ce que tu vaux, c'est la valeur estimée, sans cesse réévaluée, chaque nanoseconde réévaluée de ton capital. Donc, est-ce que ça répond à la question est-ce que l'argent est nécessaire ou pas nécessaire? Oui et non. Monsieur Bezos, essentiellement, quand il a des besoins de dépenses, il ne dépense pas son argent, mais il profite du fait qu'il est l'homme le plus riche du monde pour emprunter à un taux extrêmement bas. Donc, ça n'élimine pas la question de l'argent, mais ça lui donne un tour un peu plus vertigineux. Je crois qu'il y avait une question. Il y avait une question, c'est lié, dans tout votre discours, mais j'ai cru comprendre quand même que la notion d'évaluation, elle était tournée vers une valeur augmentée, ajoutée, plutôt positive. Vous avez dit quelquefois le mot discrédit, mais vous n'avez pas parlé du côté obscur de l'évaluation, qui est la dévaluation, le discrédit et la notion de sans valeur. Absolument. Comment vous la situez par rapport à ça? Elle se joue de la même manière. Les spéculations vont dans les deux sens. Et j'évoquais en passant la Ligue du LOL, mais très précisément, les entreprises d'accréditation et de discrédit sont l'art de vivre, entre guillemets, enfin non, c'est un art, l'art de vivre dans un monde de plateformes. Où essentiellement, il s'agit de s'accréditer, d'accréditer ceux qui pourraient vous accréditer en retour, mais aussi de discréditer ceux qui pourraient menacer votre crédit, etc. etc. Il y a des... Aurélie qui est là me disait l'autre jour qu'il y a de plus en plus des entreprises dont le seul, dans la seule activité, c'est d'offrir leurs services pour discréditer les gens en ligne. Donc on peut s'acheter une campagne de discrédit en ligne. On s'en rend compte avec les bots sur Internet. Absolument. Les fermes à clic. Absolument. Qui créent des trolls. Oui, c'est ça. Non, exactement. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a évidemment, non seulement il y a une immanence du crédit et du discrédit, mais ça se joue à chaque instant, d'une certaine façon. C'est un monde où l'évaluation est permanente. C'est au fond, ça c'est un truc dont je parle beaucoup dans mon livre, c'est le grand enjeu de la résistance au capitalisme financiarisé. C'est que la grande force du capitalisme financiarisé, c'est le temps. Je veux dire, les agences de notation, les institutions financières fonctionnent en continu. Elles accréditent ou discréditent continuellement. Alors que les modes de résistance classiques au capitalisme opèrent toujours sur un mode discret. On vote tous les 4 ou 5 ans. On manifeste de temps en temps. On se met en grève pour un certain laps de temps. On occupe une place, on peut durer assez longtemps, mais pas tant que ça. Donc le véritable enjeu, si on veut entrer dans ce jeu du crédit et du discrédit, c'est d'inventer des techniques militantes qui sont des techniques de harcèlement permanent, qui sont des techniques d'accréditation et de discrédit permanent.
C'est toute la force, c'est cette continuité. Il me semble que c'est un des éléments essentiels qui fait, parce qu'on pourrait se dire, les entreprises, certes, sont tributaires de leurs actionnaires, enfin, elles sont aussi tributaires de leurs travailleurs, de leurs clients, etc., etc. Donc pourquoi est-ce qu'elles sont entièrement soumises aux dictats de leurs actionnaires et peuvent se permettre de négliger le sort des autres parties prenantes? Il me semble que le temps est essentiel. C'est le fait que les consommateurs, les travailleurs peuvent se mobiliser de temps en temps, alors que les actionnaires, eux, votent toutes les nanosecondes. Et il en va de même pour les gouvernements. Les gouvernements sont pris entre leurs créanciers, grâce à qui ils peuvent financer leur budget, et leurs électeurs qui, quand même, leur donnent leur boulot tous les 4 ou 5 ans. Donc comment se fait-il que les gouvernants donnent toujours la priorité aux créditeurs, aux créanciers, et non pas à leurs électeurs? Il me semble que, encore une fois, c'est cette espèce de pression permanente qui fait en sorte que les gouvernants se disent « ce que je peux faire de mieux, c'est d'expliquer aux électeurs qu'il n'y a pas d'alternative, sinon... » C'est ça, c'est qu'il y a un peu une philosophie aussi derrière, c'est que l'échec n'est pas considéré comme une réussite. On sait très bien en recherche, par exemple, qu'on fait parfois des recherches en sciences expérimentales, on est obligé de tester certains protocoles pour prouver qu'ils ne fonctionnent pas. Alors c'est peine perdue. Et si on ne le fait pas, en fait, on ne peut pas valider positivement. Et là, par exemple, avec le Brexit, on voit bien que ça ne marche manifestement pas. L'évaluation est sans but, mais c'est jamais pris en compte comme une évaluation potentiellement positive. Le fait que, justement, l'évaluation soit mauvaise. Vous voyez, c'est un truc inversé. Non, expliquez un peu mieux. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça ne pourrait pas être un critère positif d'évaluation, comme en recherche expérimentale? Je ne sais pas si c'est un bon parallèle, mais prenez l'exemple des startups. Des startups qui ont beaucoup de succès. Les startups qui ont beaucoup de succès sont des startups qui font des pertes, qui doivent faire des pertes, où le signe du succès, ce sont les pertes. Parce qu'en effet, qu'est-ce que c'est une start-up qui a des ambitions de devenir une licorne, c'est-à-dire une start-up valorisée à $1 milliard? C'est pas des gens, c'est pas un entrepreneur qui va voir son investisseur pour lui dire moi je sais comment je peux gagner des parts sur un marché existant. Ça c'est nul. Ce qu'il faut dire c'est j'ai découvert une demande qui n'existait pas, que je peux faire affleurer, je peux donc créer un marché. J'ai en plus un business plan qui va me permettre de dominer ce marché. Et donc, je peux à la fois créer une demande, créer un marché, dominer et monopoliser ce marché. Évidemment, pour faire ça, il me faut du temps. Donc, vous ne pouvez pas, vous, l'investisseur, attendre avoir des retours sur votre investissement avant longtemps. Si l'investisseur est convaincu, il va se lancer là-dedans. Et du coup, on va se dire, oh, s'il se lance là-dedans, c'est que vraiment il y croit. Et l'entreprise va évidemment faire des pertes. Et plus elle fera des pertes, et l'investisseur continue à investir dedans, alors qu'elle fait des pertes, elle va augmenter comme ça. Amazon, c'est comme ça qu'ils ont fait leur puissance. Pendant 25 ans, ils n'ont pas fait un copec de profit. Hein? Et il y a encore, si je peux encore vous renvoyer à ma série préférée Silicon Valley, il y a une merveilleuse scène là-dessus, où il y a une start-up qui se monte devant son investisseur, et ils disent « Oh oui, mais on commence à avoir beaucoup de frais, oui, mais c'est pas grave, ces frais, on va pouvoir être compensés dès qu'on aura des revenus. » Et l'investisseur avait des revenus. Non, jamais de revenus, surtout pas de revenus. Si vous commencez à avoir des revenus, on va demander plus de revenus et ce sera jamais assez. Non, il faut des pertes. C'est comme ça qu'on a de la valeur quand on a des pertes. Regardez Amazon. Donc, il me semble que toutes les stratégies sont possibles d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut se les permettre. On est toujours tenu de se rendre attractif pour des gens qui peuvent vous valoriser. C'est évidemment la limite et c'est ce qui fait que c'est un monde évidemment férocement inégalitaire. Mais le fait qu'il soit inégalitaire ne signifie pas que les stratégies sont nécessairement simplistes.
Donc, la stratégie que vous soulevez est une possibilité, encore faut-il se donner les moyens de la rendre attractive, ce qui n'est évidemment pas gagné. Nancy, il faut qu'on arrête bientôt, je crois. Moi, je suis juste un peu frustré parce que tu nous as pas donné le fin mot du temps des investis. Qu'est-ce que ça change quoi? Parce que moi, quand je fais de la pub pour ton livre, je vais toujours sur les investis, pourquoi ce retournement est brillantissime. Et après, pourquoi rated agencies? Parce que là, on parle d'agences de notation et le titre rated agency, j'imagine que pour nous, ça pourrait nous intéresser. C'est cette idée, enfin, l'idée est que si effectivement le capitalisme financiarisé est le mode de fonctionnement maintenant, enfin dominant, ça signifie qu'au fond, le rapport essentiel dans lequel vont se jouer les luttes sociales n'est plus le rapport entre l'employeur et l'employé, même si bien évidemment les rapports d'exploitation entre employeur et employé n'ont pas cessé, bien au contraire, mais elles sont d'une certaine façon subordonnées, assujetties, dictées par un autre rapport qui est le rapport entre les investisseurs et les investis, c'est-à-dire les investisseurs et les projets ou les porteurs de projets en quête d'investissement. Et il me semble que c'est dans ce rapport-là qu'il s'agit de penser non seulement les rapports socio-économiques, mais également les luttes sociales. C'est-à-dire de quoi des investis sont capables pour modifier quoi? Non plus comme les employés la distribution du profit, mais l'allocation du crédit. C'est-à-dire qu'il s'agit de peser sur l'allocation du crédit. Et peser sur l'allocation du crédit, ça peut être quoi? Ben, ça peut être des campagnes de désinvestissement dans des projets nocifs. Ça peut être des collectifs d'endettés qui sont suffisamment importants comme collectifs d'endettés pour faire de la menace de leur défaut une menace aussi forte que celle des banques too big to fail. Ce peut être des agences de notation alternatives se fondant sur des critères sociaux et environnementaux qui vont jouer sur les nerfs des investisseurs en discréditant un certain nombre d'entreprises ou de manières qu'une entreprise a de fonctionner auprès des investisseurs. Non pas parce que les investisseurs sont au fond des braves gens qui ont bon cœur, mais parce que la d'une révélation par un lanceur d'alerte de quelque chose de véritablement nocif pourrait plomber le titre de l'action. Ça, c'est le militantisme d'investi tel que je le développe. Mais ce que j'ai commencé à travailler à la fin de la version anglaise du livre, c'est qu'au fond, ça ne s'arrête pas aux questions d'investissement, de crédit économique et financier. Il me semble que ce militantisme d'investi, c'est-à-dire ce militantisme d'accréditation et de discrédit, c'est ce qu'on retrouve dans des mouvements tels que MeToo, tels que Black Lives Matter, tels que March for Our Lives contre les armes à feu aux États-Unis. Que font ces mouvements? Que cherchent ces mouvements? Parce qu'on leur a souvent reproché, enfin, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne demandent pas des réformes particulières, apparemment. Ben non, mais il s'agit de quoi? Il s'agit de discréditer un certain nombre de conduites et de réaccréditer les vies des gens qui sont bousillés par ces conduites. Donc, ce sont des mouvements qui sont essentiellement des mouvements spéculatifs. Que peut faire? Jusqu'où peut aller MeToo? Jusqu'où est-ce que MeToo peut changer les comportements? On ne le sait pas. Et encore une fois, sa puissance est fonction du fait que le mouvement ne se donne pas d'objectifs finaux. De la même manière, les jeunes de March for Our Lives, donc contre l'usage des armes à feu aux États-Unis, ne disent jamais ouvertement « nous sommes pour l'abrogation du deuxième amendement qui octroie le permis d'armes ». Mais il s'agit de construire des cas de discrédit suffisants que ça pourrait finir par être une conséquence nécessaire du jeu
de discrédit de certaines conduites et de certains lobbies, et de réaccréditation des vies menacées par ces lobbies. Donc il me semble que ce militantisme d'investi, qui joue donc sur l'allocation du crédit, mais aussi du crédit moral non moins que du crédit financier, me semble être une nouvelle voie militante. Parce que, je terminerai là-dessus, la notion de crédit me semble intéressante par sa double ambivalence. D'une part, le crédit désigne à la fois les ressources qu'un créancier alloue à un débiteur et la capacité pour un porteur de projet d'attirer des investisseurs ou d'attirer des gens vers son projet. Donc le crédit, c'est à la fois les ressources allouées et l'attribut de celui qui attire les ressources. D'accord ? Ou de celle qui attire les ressources. Ça, c'est la première ambivalence. Et la deuxième ambivalence, c'est que crédit, c'est à la fois une valorisation financière et une validation morale et psychique. Et avec évidemment ce jeu de superposition entre les deux. Bon, là, je m'arrête vraiment. Merci. Merci beaucoup.